Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delibal Software. Donc aujourd'hui nous allons traiter du calcul des structures métallotextiles, donc avec le logiciel RFEM, donc logiciel de calcul aux éléments finis. Alors pour ce webinaire je serai votre présentateur, donc Damien Tonnet. Il y aura également de présent pour ce webinaire Monsieur Cosma Seya, donc qui sera modérateur et qui pourra répondre à vos questions tout au long du webinaire. Concernant les questions, vous pouvez les poser via le chat ou bien vous pourrez également nous les envoyer par mail à info@delubal.fr, donc soit pendant, soit par la suite, après le webinaire. Donc on pourra y répondre par la suite également. Alors, tout d'abord, par rapport à Delubal Software, ce qui est important de savoir, c'est que Delubal Software est membre de Tansinet, donc l'association européenne pour la partie structure textile. Et également, Delubal Software participe à des projets de recherche au niveau européen, donc sur tout ce qui est méthode de calcul sur la recherche de forme et sur l'aspect calcul des structures textiles. Donc actuellement, on est partenaire sur un projet de recherche. Par rapport au webinaire d'aujourd'hui, donc je vais commencer par vous présenter dans un premier temps les deux modules, donc nos deux modules qui complètent RFEM pour la partie calcul de structure métallique, de structure métallotextile, pardon, avec donc pour la partie recherche de forme RF Form Finding, et ensuite pour la sortie de tout ce qui est patron de coupe, donc pour la découpe d'étoiles, RF Cutting Pattern. On passera par la suite sur le modèle, sur un exemple sur RFEM, donc sur un modèle sur RFEM, et on pourra ensuite finir sur l'aspect export de données avec l'export des patrons de coupe. Donc, tout d'abord, par rapport à RF Form Finding, donc RF Form Finding va vous permettre de faire la recherche de forme sur tout ce qui est membrane et câble. Donc vous allez pouvoir très bien travailler avec des modèles avec des éléments de type membrane et câble en même temps, ou bien aussi travailler uniquement sur des modèles avec des câbles. Donc par exemple pour tout ce qui est pont haubané ou pont suspendu, vous pourrez travailler sur la recherche de forme de ces câbles. Donc on pourra faire la partie métallotextile, mais on pourra aussi traiter uniquement la partie câble avec RF Form Finding. Donc là pour le moment je vais rester par rapport au sujet du webinaire sur la partie recherche de forme et patron de coupe, donc pour le textile. Donc là on peut voir un peu ce qui se passe au niveau de la recherche de forme. Alors, RF Form Finding va fonctionner par un processus de recherche de forme par itération, donc selon la méthode Update Reference Strategy, donc une méthode développée par les professeurs Bletzinger et Ram. Vous allez pouvoir travailler avec RFEM sur des membranes isotropes ou orthotropes, donc considérer les différentes propriétés de chaîne et de trame du textile. On va pouvoir, lors de la recherche de forme, considérer les poids propres, des charges libres et également tout ce qui est pression interne, donc par exemple la précontrainte dans la recherche de forme. On aura aussi une interaction avec la structure porteuse lorsqu'on va traiter un modèle avec une structure porteuse. On pourra voir l'interaction entre la recherche de forme et la structure porteuse. Et ensuite, on pourra, dans les résultats, donc récupérer des informations sur les efforts, des informations sur les courbes de niveau, sur les pentes. Donc ça, on va voir ça dans l'exemple RFEM. Ensuite, en ce qui concerne le module RF Cutting Pattern, c'est un module qui va vous permettre de faire tout ce qui est génération de patrons de coupe, donc pour ensuite pouvoir sortir des patrons de la recherche de forme effectuée, pour pouvoir ensuite les envoyer à la partie production.
Donc, au niveau de la méthode de calcul, RF Cutting Pattern va fonctionner selon la méthode de l'énergie potentielle minimale. On va avoir dans RF Cutting Pattern des réglages possibles, donc des options de compensation, donc en chaîne et en trame. On va pouvoir aussi travailler avec des compensations sur les lignes de contour. On aura des options de largeur de tolérance, donc des rajouts de matière, par exemple pour créer des assemblages, des soudures, ou bien au niveau des lignes de contour pour créer des rajouts de matière pour les passages de câbles, ou bien d'autres assemblages. Donc voilà le principe, on avait la recherche de forme effectuée, et puis ensuite on va chercher à définir les patrons de coupe. Dans les résultats de RF Cutting Pattern, on pourra récupérer des résultats graphiques, donc pour tout ce qui est mise à plat du patron de coupe. Donc RF Cutting Pattern va faire la mise à plat des formes 3D. Et également, vous pourrez récupérer des informations en tableau, donc sur tout ce qui est ligne de contour, et aussi on verra par la suite les exports au format DXF qui sont possibles. Donc, maintenant, nous allons passer sur l'exemple avec le logiciel RFEM. Alors, hop, ici. Okay. Donc là, on est sur le logiciel RFEM. Donc tout d'abord, lorsque vous êtes sur RFEM, vous créez un modèle. Vous aurez ici cette fenêtre qui va s'afficher, donc avec les données de base du modèle. Ici, vous avez un onglet options dans lequel, pour pouvoir activer les options de recherche de forme et de découpe de patron, on aura RF Form Finding et RF Cutting Pattern qui seront activés ici, à cocher. Donc une fois qu'ils seront cochés, ils seront activés dans le logiciel RFEM. Également, ce qui va être intéressant dans cette première partie, ça va être de pouvoir modifier la réglementation, donc notamment pour tout ce qui est géométrie, enfin tout ce qui est structure textile. On va généralement faire des combinaisons sans pondération des charges. Donc on va pouvoir créer ici une nouvelle annexe ou une nouvelle norme. Donc par exemple c'est ce que j'ai fait. Donc ici si on regarde, j'ai créé une nouvelle norme, donc un nouvel annexe NF membrane, dans lequel j'ai modifié tout ce qui est combinaison de base pour pouvoir avoir les valeurs à 1. Donc pour les combinaisons. Donc maintenant je peux valider, ok. Donc après, c'est bon, on peut valider. Un autre point, une fois que vous avez fait ces premiers réglages, qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir régler le maillage des éléments finis. Donc ça, dans RFEM, vous avez des paramètres de réglage qui sont disponibles. Donc dans la partie calcul, paramètres de maillage EF. Ici, vous avez des réglages possibles sur le maillage EF. Et ici, pour le calcul des membranes, on va passer sur un maillage par élément triangulaire. Donc ici, il faudra s'assurer que cette partie-là soit activée pour le maillage. Ok. Donc, une fois ces réglages de fait, on va pouvoir donc commencer à créer notre modèle. Donc tout d'abord, on va créer une ligne qui va nous permettre de nous aider à créer notre forme de cône de chapiteau. Donc ici, on va créer un chapiteau. Au niveau de la structure, du type de structure textile, on sera sur un chapiteau. Donc je vais créer une ligne. Ok. Donc ici, je peux passer par les données. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est me mettre dans un plan. Donc par exemple, celui-ci, YZ. Je vais créer une ligne ici. Donc comme ça, ici, je reste à 0. Y, je vais prendre une valeur de 11 et Z 5. Ok, donc là je suis passé au nœud numéro 2. Donc je peux définir les coordonnées de mon deuxième nœud. Donc 1.5 et puis
10. OK. Donc ici, j'ai créé ma première ligne. Pour créer le cône, je vais faire une copie, et donc une copie par rotation. Et en faisant ma copie, je vais pouvoir générer les surfaces et les lignes qui vont fabriquer mon cône et mon chapiteau. Donc là, je sélectionne la ligne et les nœuds que j'ai créés. Je vais faire une copie en effectuant une rotation. Donc ici, au niveau de la rotation, ici on va faire, vous pouvez régler le nombre de copies. Donc dans notre cas, on va faire 9 copies. Ici, pour faire les 360, on va faire donc des rotations de 40 degrés selon l'axe Z, donc ici, donc on va bien tourner autour de l'axe Z. Et puis on va pouvoir effectuer des réglages, donc ici, pour activer, donc si vous voulez, ici, on va activer la création de lignes entre chaque ligne copiée et la création de surface entre chaque ligne copiée. Donc je peux valider ensuite cette partie-là et on peut valider la copie. Ici, on peut voir du coup qu'on a créé nos 9 copies de lignes. Entre chaque copie, on a généré des lignes et des surfaces. Donc là, je peux changer le mode d'affichage. Là, on voit bien qu'on a nos surfaces qui sont créées. Donc là, on a déjà un aperçu de la forme. Ce qui va être nécessaire, c'est qu'au niveau de notre chapiteau, donc ici, on aura nos membranes. Ici, en extrémité de membrane, on va mettre un système de câbles. Donc, pour définir ces câbles-là, ici, on va avoir besoin de définir des lignes droites entre nœuds. Donc ça, on va pouvoir faire la modification. Actuellement, on est sur des arcs au niveau des définitions de lignes. Ici. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer des polylignes. Donc, pour faire cette modification-là, on va pouvoir sélectionner l'ensemble des lignes, ici. Ensuite, je vais travailler sur le tableau donc de la partie inférieure de l'interface graphique. Je vais demander à afficher uniquement les éléments qui sont sélectionnés sur le modèle. Et je vais modifier ici les propriétés. Donc ici, je peux changer en polyligne. Et pour les autres données, je peux faire le raccourci F8 qui va directement changer et ressaisir la dernière saisie dans le tableau. Donc là, on peut voir que les arcs ont disparu, on s'est transformé en ligne. Donc, par contre, on a ici des nœuds intermédiaires donc qui ne nous intéressent pas forcément. Donc ici, ceux-là, on va pouvoir les supprimer. Donc il suffit juste de les sélectionner. Et on va pouvoir les supprimer. Alors, une autre solution pour arriver à ce type de modèle aurait été lors de la création des copies par rotation. Dans les options, ici, on aurait pu activer celle-ci, ligne directe. Dans ce cas-là, on aurait obtenu ce type de résultat-là, sans effectuer des arcs. Okay. Donc voilà. Donc là, j'ai déjà ma forme. Il reste à définir ici des points d'appui. Donc, notamment ici, on va définir des points d'appui à chaque extrémité de ligne pour la base du cône. Et puis ici, dans la partie supérieure, on va définir des appuis linéiques. Donc des appuis nodaux en bas et des appuis linéiques en haut. Donc là, j'ai sélectionné le cercle supérieur, donc je définis des appuis linéiques avec des articulations, ok. Et pour les appuis nodaux ici, on va pouvoir, au niveau des nœuds, ok, définir des appuis nodaux, ok.
Donc voilà. Ici, on a défini donc nos appuis du modèle. On va passer maintenant sur la définition des matériaux pour la partie câble et textile. Donc on va commencer par les câbles. Donc il suffit de sélectionner les lignes inférieures. Donc soit on les sélectionne ici, soit je peux les garder, elles sont ici dans le tableau. Donc je peux les sélectionner directement là et demander à les modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans les lignes, on va aller dans la partie barre, on va les activer. Ici, donc, vous pouvez définir le type de poutre, enfin de type de barre que vous souhaitez créer. Donc ici, on va être sur une partie câble. On va pouvoir définir ici une propriété de section de câble. Donc je peux aller dans la bibliothèque de section, définir ici une section. Ici, dans les propriétés, donc on est ici, et on va pouvoir retrouver différentes références de fabricants sur différents profils. Ici, on a déjà un fabricant un fournisseur de câbles. Donc on prend cette référence. Il ne reste plus qu'à sélectionner la série et puis le type de section. Donc ici, on sélectionne. On définit ensuite le matériau. Donc je peux aller dans la bibliothèque de matériaux. Ici, on a une référence de câble, donc du même fournisseur. Donc voilà. Maintenant, j'ai mon câble de défini. Je peux valider. OK. Et ici, on va avoir pour les câbles des propriétés, des paramètres qui vont agir lors de la recherche de forme sur le comportement du câble. Donc ici, en cliquant sur les paramètres ici, on va obtenir une fenêtre dans laquelle on aura des réglages qui vont avoir un impact dans la recherche de forme. Donc ça va avoir un impact sur la géométrie. On va pouvoir faire un réglage sur la géométrie ou sur une force injectée dans le câble. Donc au niveau de la géométrie, on peut demander une longueur de câble visée, donc renseigner une longueur de câble visée, soit en mètres, soit en pourcentage. On peut demander une flèche visée, ou ensuite renseigner une force. Donc moi, nous ici dans notre cas, on va renseigner une valeur de flèche, donc par exemple 0,6. Après, on peut faire le réglage par rapport à ça. Ok. Ok. Et on peut valider. Donc là, on a déjà défini nos câbles. Ici, ils apparaissent ici, on a des barres, donc avec un code couleur qui définit nos câbles. On va pouvoir maintenant passer sur la définition des membranes. Donc, comme pour les câbles, on sélectionne toutes les surfaces. On fait un clic droit, surface, modifier. On va pouvoir modifier l'ensemble des surfaces. Lors de la copie, le type de surface qui a été créé, c'est des surfaces nulles. Donc on va pouvoir modifier ces surfaces. Ici, on retrouve différents types de membranes, donc membrane ou membrane orthotrope. Donc dans notre cas, vu qu'on va considérer le comportement en trame et en chaîne du textile, on va partir sur une membrane orthotrope. On va ensuite devoir définir le matériau. Donc là, pour le matériau, on va pouvoir créer ici un nouveau matériau. On va appeler membrane. D'accord. Et puis sur le modèle matériau, on va partir sur un matériau orthotrope élastique 2D. Donc si vous avez cette fenêtre là, on va pouvoir définir une valeur pour le module d'élasticité dans la direction X et Y. Donc X qui va correspondre à la chaîne et Y à la trame. Donc après, par rapport aux propriétés de matériaux, ces valeurs-là, vous pouvez les demander auprès de vos fournisseurs de membranes.
qui pourront vous renseigner sur les propriétés de matériaux. Donc pour obtenir ces propriétés-là, on a des essais mécaniques qui sont réalisés. Hop. Donc voilà. En référence pour tout ce qui est calcul de structure textile, on aura le guide de calcul européen des structures textiles dans lequel, dans la partie, dans l'annexe 3 A3 de ce guide, vous avez un détail sur tout ce qui est test effectué pour l'étude des propriétés de membrane. Donc là, c'est un graphe qui correspond à la partie étude des modules de Young. Donc suite à ces essais-là, on peut récupérer des informations qui vont se présenter sous cette forme-là, donc sous cette forme de tableau. Donc on a des informations sur des modulés assistés, des coefficients de Poisson. Et pour récupérer les valeurs en chaîne et en trame, donc soit les essais vous donnent directement ces résultats, soit vous pouvez les réobtenir via ces équations-là. Donc là, par rapport aux essais, nous on prend cette colonne-ci, et on va devoir renseigner ces propriétés-là dans RFEM, avec notamment, donc on va devoir considérer aussi une épaisseur de membrane, donc là on part sur l'hypothèse d'une épaisseur de 1 mm. Donc voilà, on va pouvoir donc renseigner les propriétés, donc en chaîne, et puis en trame. Ici, pour le module de cisaillement, on va partir sur une valeur de 1000. Et puis sur le coefficient de Poisson, on était à 0,28. Donc là, on avait 0,19 dans le tableau de résultats. Donc là, 0,188, c'est plutôt bon. Ok. On va pouvoir renseigner également une valeur au niveau du poids spécifique. Donc ici, on peut récupérer ce qu'on a calculé. Ok. Donc voilà, donc là on a défini les propriétés de notre membrane au niveau du matériau. Ok. Alors ici on voit qu'on est sur une épaisseur de 180, donc on va pouvoir régler cette épaisseur-ci. Donc ici, dans les paramètres de la membrane orthotrope, on va pouvoir modifier cette partie-là. Donc ici, on va pouvoir lui définir une épaisseur donc, de 1 mm. Au passage, ici on retrouve les propriétés du matériau qui ont été saisies. Et ensuite, les matrices de rigidité. Si vous avez fait attention, ces valeurs-là sont celles qui sont obtenues lors de l'essai. Donc je vous remets le tableau à côté. Donc on retrouve ces données-là par rapport aux valeurs récupérées lors de l'essai. Donc ces résultats-là sont les valeurs de la matrice de rigidité de la membrane. D'accord. Et ensuite, on aura un onglet pour tout ce qui est recherche de forme. Alors avant d'effectuer les réglages sur la partie recherche de forme, on va avoir un point à contrôler, c'est l'orientation des axes de nos surfaces. C'est-à-dire pour pouvoir définir les bonnes propriétés dans les bonnes directions pour l'ensemble de 9 surfaces de type membrane. Donc là, je vais pouvoir activer donc, les axes de mes surfaces. Donc, hop. Activer les systèmes d'axes locaux pour mes surfaces. Ici, on peut voir que nos axes sont orientés de façon différente. Donc ça, on va pouvoir le corriger. Et on va choisir d'orienter l'axe X des surfaces en direction de l'axe global Z ici, pour tout réorienter l'axe X vers le sommet du chapiteau. Donc je peux venir modifier les surfaces. On a ici un onglet concernant les axes. Je vais définir la direction X, diriger
donc vers mon axe que je définis ici. Donc là on a 10, donc qui correspond au sommet de mon chapiteau. Ok. Ok. Et donc là j'ai réorienté les axes des 9 surfaces. Donc maintenant je peux masquer éventuellement les axes et je peux retourner sur les propriétés de recherche de forme au niveau de la membrane orthotrope. Hop. Surface, modifier, général. Je reviens ici et dans la partie donc recherche de forme. Donc, dans la recherche de forme, on aura deux méthodes. Au passage, ici, on peut voir que le changement d'orientation des axes a modifié l'affichage. Donc là, on reconnaît qu'on est sur un système avec une géométrie de type chapiteau, donc réalisé par Révolution. On peut faire une méthode, au niveau de la méthode de calcul, utiliser la méthode standard ou bien la méthode par projection. Donc la différence ici, on peut la voir sur l'aide graphique ici. Donc ça va être au niveau des valeurs saisies dans la précontrainte, soit elles sont directement appliquées sur la membrane, ou bien elles sont appliquées sur la projection en fait de notre forme. Donc, par exemple, pour vous donner la différence, ici, nous, dans le cas des chapiteaux, on va travailler sur la méthode de calcul par projection, donc qui conviendra à la partie aux structures de forme de type chapiteau. Donc, pour vous montrer la différence, on va déjà partir sur la méthode de calcul standard. On garde ces propriétés ici, on peut valider, OK, OK, et puis on va faire lancer la recherche de forme. OK. Donc là, si je change l'aperçu, ici on peut voir que la méthode standard nous a sorti une forme donc particulière, donc qui ne correspond pas forcément à la forme chapiteau, donc du fait qu'on ait appliqué directement les contraintes donc dans les surfaces. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser la bonne méthode par projection, et là, on va pouvoir voir la différence. Donc je retourne dans les modifications de mes surfaces, modifier, on va passer au niveau de la méthode par projection. Ici, pour la précontrainte, on peut rentrer soit une force, soit une contrainte. Donc ici, par exemple, on va partir sur une précontrainte par force, le long de la chaîne et de la trame. OK. On peut ensuite valider. Alors, il se demande de nous informe, ça va annuler tous les calculs. OK. Et puis, on va pouvoir relancer le calcul de recherche de forme. Ici, on peut voir que la forme trouvée correspond bien à une forme pour un chapiteau. Donc, il faudra utiliser la méthode de projection pour ce type de forme de structure. Alors, une fois cette partie effectuée, on peut afficher déjà des résultats liés à la recherche de forme, donc notamment au niveau de la surface, donc les efforts normaux en chaîne et en trame. On récupère aussi des informations donc au niveau des lignes de contour ou courbes de niveau. Donc ici, on a les informations qui apparaissent avec au niveau de l'altitude, donc par rapport au point 0. Ce qui va permettre notamment avec cette option de résultat d'afficher et de vérifier les risques de création de poches. On peut afficher également les inclinaisons et les trajectoires. Donc là, on va changer juste le mode d'affichage pour un peu voir le résultat qui s'affiche. Donc voilà pour la partie surface. On va aussi pouvoir récupérer des informations au niveau des barres, des câbles.
Donc notamment ici pour les câbles, des efforts normaux, donc on va pouvoir récupérer les efforts normaux. Donc voilà pour cette partie. Maintenant que nous avons réalisé la recherche de forme, on va pouvoir appliquer des charges. Donc on va créer nos cas de charge pour appliquer sur la structure, pour l'étude de la structure, de la partie du coup toile et câble. Donc je peux créer ici un nouveau cas. Donc ici un cas donc, qui va correspondre au poids propre. Ok. On va créer un nouveau cas, par exemple, pour la partie neige. Alors, ensuite, par rapport à tout ce qui est cas de charge et combinaison, on retrouve des informations justement dans ce guide de calcul européen des structures textiles. Donc ici, je vais renseigner donc, sur appliquer une charge donc, de 0,3, de moins 0,3 au niveau des surfaces. Donc je peux sélectionner maintenant l'ensemble des surfaces. Ici, on en a cumulé 2. Voilà. Et on va pouvoir ensuite passer au cas de charge pour le vent. Alors, étant donné qu'on est sur une forme particulière, la répartition des charges de vent n'est pas forcément décrite ou forcément simple au niveau de la partie Eurocode. Donc on retrouve dans le guide de calcul européen, dans son annexe, un détail sur tout ce qui est CP, donc pour les charges de vent, notamment sur des formes simples, dont la partie forme de type conique, donc chapiteau. Donc je vais vous montrer cette partie-là. Ici, donc voilà le manuel le guide dont je vous parle. Dans l'annexe 1.1, on aura un détail par rapport à la division du cône en différentes zones pour pouvoir appliquer nos charges de vent avec ici les valeurs de CP par rapport aux différentes zones. Donc c'est ce que nous on va faire. Dans notre situation, on va considérer deux directions de vent. Donc une première direction de vent, donc où ici nous aurons un appui, donc au milieu ici de la zone D, donc un appui ici, et un deuxième cas de vent, donc de direction de vent, où le vent s'appliquera entre deux appuis. Donc on aura une zone D où on aura un appui de ce côté-ci et un appui de ce côté-là. Ce qui va permettre de générer du coup deux cas avec une direction de vent différente. Donc on va passer sur la création de ces charges de vent, de ces zones aussi de charges de vent. Alors pour pouvoir effectuer ces zones par cas de charge, on va pouvoir utiliser des charges libres. Donc je commence d'abord par créer mon nouveau cas de charge. Donc ici on avait dit une charge de vent. Donc le vent 1 sur appui. Donc ici on parle d'appui, mais ça peut aussi être sur un modèle avec une structure porteuse directement, ça pourrait être très bien des points d'accroche plutôt que des points d'appui. Ok. Je vais pouvoir maintenant définir les zones. Donc pour cela, on va pouvoir changer un peu l'affichage. Ok, on va se mettre en Z. Donc je vais créer ma zone D de ce côté-là en prenant le vent qui vient dans cette direction ici. Donc on aura la zone D ici, notre zone B qui va se trouver là, la zone C ici, donc avec un angle de 60 degrés, et puis la zone A qui se trouvera par ici. Donc pour créer notre première zone D, on va faire
sélectionner le point, on va faire une rotation. Donc ici on fait juste une copie. Ici on devait avoir une zone D avec un angle de 45 degrés, donc 22,5. On va vérifier que les paramètres soient désactivés pour pas créer des lignes ou des surfaces en plus. Et on fait bien la rotation autour de Z. Ok. Je peux effectuer la copie. Donc j'ai mon point ici. Je peux maintenant faire une rotation dans l'autre sens. Donc moins 45 degrés. Ok. Ici. Et je vais pouvoir définir ma zone D. Donc pour la définir, je vais ici. Je sélectionne une charge polygonale libre. Donc elle va s'appliquer au niveau des surfaces. Comme on sera amené par la suite à faire de rotation, on peut l'appliquer sur l'ensemble des surfaces. Et puis on va définir donc la forme ici. Ok. Et puis on va renseigner donc une valeur. Donc ici on est sur la zone D, donc on va d'abord passer sur une charge de pression. Donc 0,24. Ok. Et ici on peut préciser, on peut rajouter une note. Zone D. Ok. Donc maintenant on voit la charge appliquée. On va pouvoir procéder de la même façon pour la création des autres zones. Donc je crée une nouvelle zone, par exemple la zone B, appliquée aux surfaces 1 à 9. Je définis la zone. Ok. Je renseigne une valeur. Moins 0,36, donc là on sera en soulèvement au niveau de la surface. Voilà. Puis on continue. Avec la zone C. Ici. Alors ici, elle va s'arrêter au milieu entre ces deux points. Donc là, comme on avait une ligne précédemment qui a été générée, on peut reconnaître ici, le logiciel RFM va reconnaître le milieu de ligne. Donc on peut sélectionner le point. OK. On renseigne ici 1 à 9. La valeur. Moins 0,6. Ici, on a dit qu'on était sur la zone C. Ok. Et puis notre dernière zone ici, la zone A. Ok. 1, 9. Et ici, on est sur une valeur de moins 0,09. Et on est sur la zone A. Ok. Donc ici, par symétrie, on va pouvoir copier ces deux cas de charge. Donc on peut faire une copie par symétrie. On crée une copie. Donc selon l'axe YZ. Donc là on est bon. Si on regarde ici, et on peut directement faire la copie. Ok. Donc voilà, donc là on a généré nos charges sur les membranes du chapiteau. Donc maintenant on va passer sur la même direction de vent mais avec que des cas de soulèvement. Donc je vais pouvoir aller ici et demander à copier ce cas de charge. Donc je vais faire copier, je mets pour le différencier 2, ok. Et puis au niveau de ce cas de charge, donc la charge ici qui était de pression, on va la modifier en charge de soulèvement de moins 0,12. Ok. Donc là, on a nos deux cas de créer. Pour la modification de direction de vent,
pour la modification de direction de vent, donc on va orienter la direction qui va, le vent va être dans cette direction-là par exemple, donc entre deux appuis. Donc on va pouvoir procéder comme on a généré le cas numéro 4, on va copier ces deux cas-là et on va juste faire une rotation sur l'ensemble des charges. Donc je vais faire sélectionner le premier cas, je vais le copier. Ici on est plus sur appui mais entre appuis. Ok. Et puis, au passage, on peut déjà passer à la deuxième copie. Donc on copie celui-ci, également entre appuis. Ok. Et on va effectuer une rotation des charges de ces deux cas de charge, oui, de ces deux cas de charge devant. Donc je peux aller ici dans le navigateur de projet. Si vous descendez un peu, vous avez la partie cas de charge combinaison, la partie charge, dans laquelle on va retrouver, donc si je vais dans la cas de charge numéro 5, je retrouve les charges qui ont été générées. Donc je peux les sélectionner toutes. Et puis effectuer une rotation. Donc ici, on va faire une rotation de 60 degrés. Mais là, c'est juste une rotation. On fait pas de copie on va pas superposer plusieurs charges. Donc c'est juste une rotation. Ok. Et donc là, si on regarde ici, donc on vient bien avec notre charge de pression entre appuis. Je fais la même chose pour le cas de charge numéro 6. Donc je sélectionne mes charges et j'effectue une rotation. Ok. Donc au passage, vous pouvez vous rendre compte que lorsque vous travaillez avec le logiciel RFEM, vous pouvez agir sur le modèle, soit ici dans l'interface graphique, soit dans le tableau, soit dans le navigateur de projet, et tout se met à jour au niveau des données. Donc maintenant qu'on a créé nos cas de charge, on va pouvoir regarder la partie combinaison. Donc je peux venir ici. Donc là vous retrouvez les cas de charge. Au niveau des paramètres de calcul, ici on peut voir qu'on est automatiquement sur la partie analyse, pour la méthode d'analyse, sur une analyse des grandes déformations. Au niveau des actions, donc on retrouve notre partie donc pour charge permanente au niveau du poids propre, la partie neige, la partie vent, donc où on est on a qui agissent de façon alternative, donc aucun cas de vent ne pourra agir en même temps sur la structure dans les combinaisons. Et là on va créer donc une expression de combinaison, donc on en crée une, donc par exemple ELU, donc ici on a retrouvé la valeur, ok. Je peux ensuite aller au niveau des combinaisons, donc ici j'avais modifié mes propriétés de la norme, donc au niveau des charges on n'a plus de pondération, on a juste des facteurs pour réduire les charges, donc la charge de vent ou la charge de neige. On peut ensuite afficher l'ensemble des combinaisons et regarder en détail. Ok. Et la partie combinaison résultat. Ok. Donc maintenant qu'on a créé cette partie-là, ce qui va être intéressant, ça va être de pouvoir effectuer une vérification de la membrane et des câbles. Donc pour cela, on va pouvoir utiliser le module RF_Limit. Donc on va le retrouver ici. Vous pouvez sauvegarder les modules en favori ici. Je peux aussi le retrouver dans la partie assemblage. Donc avec le module RF_Limit, on va pouvoir faire une vérification des valeurs limites pour les efforts en chaîne et en trame des membranes, et également pour les câbles, les efforts normaux au niveau des câbles. Donc je crée un cas, je peux le renommer. Donc, par exemple, on va faire une première partie sur la membrane. Ok.
On va choisir ensuite les cas de charge ou les combinaisons résultats qu'on va souhaiter utiliser dans la vérification. Donc par exemple, je peux sélectionner la combinaison résultat ELU. Ensuite, on va définir des paramètres limites. Donc ici, je peux définir un paramètre manuellement, membrane, type d'objet, ici on est sur des surfaces, et au niveau des listes des surfaces, donc 1 à 9. Une fois qu'on a effectué ces réglages-là, on va avoir la partie valeur limite à régler. Donc ce qui va permettre de définir les valeurs qu'on souhaite contrôler. Donc nous, on va travailler, on va vérifier les efforts donc normaux NX. Donc je peux activer NX. Et puis les efforts normaux NY. Donc pour faire ces vérifications-là, dans le guide de calcul européen, on a des informations sur les valeurs pour ces contrôles-là. Donc, je peux vous montrer cette partie-là. Donc, on va zoomer. Voilà. Donc voilà, dans le guide de calcul européen, ça sera au chapitre 6, où on a différentes références en fonction des recommandations, des règles qui sont appliquées dans différents pays. Notamment, on a une partie qui concerne la partie française, donc avec la recommandation pour la conception des ouvrages permanents de couverture textile, dans lequel on retrouve des informations sur le calcul de la tension de dimensionnement de la membrane. Donc à partir des résistances de la moyenne à la traction en chaîne et en trame de la membrane, on va pouvoir déterminer la valeur pour le dimensionnement. Donc on va utiliser dans RF limit ces deux valeurs en chaîne et en trame, donc NX et NY. Dans cette valeur, pour le calcul, on a des facteurs qui sont pris en compte, donc des facteurs de qualité de membrane, donc au niveau de la toile, des soudures. On a un facteur d'échelle et on a également un coefficient de sécurité qui agissent au niveau des membranes. Donc après, vous pourrez retrouver d'autres informations sur la vérification dans des documentations ou dans différentes réglementations en fonction des pays. Donc, c'est ces deux valeurs-là qu'on va prendre. Ok. Donc ici, au niveau de Nmax en chaîne, on était à 57 et Nmax en trame, on était à 55. Au niveau de la vérification, on va vérifier que les valeurs sont bien entre 0 et 57. Donc on va faire, au niveau de la zone, ce sera intermédiaire. De la même façon, ici, intermédiaire. Donc voilà pour le réglage. Donc ensuite on peut sauvegarder. Là je ne vais pas lancer le calcul, je vais prendre directement un modèle où les calculs sont déjà réalisés pour réduire un peu le temps. Comme ça on pourra voir plus de choses. Ok. Donc je reviens dans RF limite. Alors ici je crois que j'ai déjà les résultats d'afficher. Ouais, je vais changer ça. Voilà. Donc pour là on retrouve les réglages qu'on a effectués précédemment. Et on va pouvoir lancer la vérification sur le modèle. Donc je peux lancer le calcul. Donc au niveau du calcul, on retrouve la vérification. Donc ici, on peut voir la valeur existante maximale par rapport à la valeur de vérification. On a le ratio qui est sorti et on peut afficher les informations donc, sur l'ensemble des surfaces, donc pour NX et NY.
Donc voilà pour cette partie. On va pouvoir maintenant faire la même chose avec un réglage pour la partie câble. Donc pour le coup, ici, on a déjà créé. Donc après, vous pouvez créer un nouveau cas de vérification. Donc je peux le faire par exemple pour vous montrer. Donc pour les câbles, ok. Au niveau de la vérification, on va faire une vérification, pareil comme pour tout à l'heure, ELU. Au niveau des paramètres limites, on va pouvoir définir donc les paramètres. Câble, type d'objet, ici on est sur des barres. On peut sélectionner donc soit graphiquement, soit ici, donc c'est les premières barres qu'on a sélectionnées, il y en avait 9, donc de 1 à 9. Et puis on va pouvoir renseigner la valeur de l'effort normal, limite à contrôler. Donc je vais faire une vérification sur cette partie-là. Ici, dans notre cas, par rapport à nos câbles, on a une valeur Nmax de 86 kN. Je vais pouvoir faire une vérification au niveau de la zone intermédiaire, entre 0 et 86, et puis je peux lancer le calcul. Donc là, on a la vérification qui est faite, avec également les vérifications au niveau les résultats au niveau de chaque barre. Donc voilà pour la partie vérification qui est possible avec le module RF Limit. Donc là, je peux valider. On va maintenant passer à la partie création des patrons de coupe. Donc ici, nous avons la membrane. On va créer des lignes pour définir nos patrons de coupe. Donc je vais créer une nouvelle ligne. Ici, on a les lignes dédiées au patron de coupe. Donc on va créer des lignes pour créer une coupe via le plan. Ok. Je peux définir un premier nœud, donc par exemple celui-ci, et puis je vais définir un deuxième nœud, donc par exemple ici, entre ces deux appuis, donc là, ok. Au niveau de la coupe, vous pouvez définir soit une coupe normale, soit une coupe géodésique, donc après une coupe géodésique, on aura une ligne qui passera par le chemin le plus court, entre nos deux points sélectionnés. On aura ensuite possibilité de définir soit une coupe par le plan avec le plan défini par 3 points ou par un vecteur. Donc là, on fait par un vecteur, donc Z 1 mètre pour orienter le plan. Ok. Et puis on va pouvoir donc là créer la ligne. Donc si je change le mode d'affichage, ici on peut voir que sur la forme trouvée, on a une ligne de coupe qui est créée. Cette ligne-là, je vais demander à la copier comme donc par rotation pour pouvoir générer par la suite mes patrons de coupe. Donc je vais faire une rotation de cette ligne, donc de 40 degrés. Je vais en faire 8 rotations, je vérifie les paramètres, c'est bon. Ok, je peux valider. Et maintenant j'ai créé 8 copies de cette ligne. Alors maintenant ce que je veux c'est générer mes patrons. Donc sur RFM on a un outil qui va permettre de reconnaître automatiquement les zones où des patrons seront à générer. Donc on peut aller dans Outils, générer les patrons de coupe, et on va demander à générer ces patrons. Donc là ils sont générés. Donc ici, on peut voir graphiquement les patrons qui sont les zones de patrons où les patrons sont définis. Et on va pouvoir venir modifier les propriétés de ces patrons. Donc on aura des options de compensation, de tolérance, les réglages des lignes. Au niveau des compensations, donc on pourra définir des compensations en chaîne et en trame, donc soit de façon uniforme, soit de façon variable en fonction de dans la longueur du patron ou dans la largeur du patron, donc pour la chaîne ou la trame. Ici, on va par exemple partir en chaîne avec 1% et puis 3%. Donc la compensation, ça va être une correction géométrique du patron pour prendre en compte que lorsqu'on va
découper nos toiles. Les toiles n'ont pas d'effort de précontrainte d'appliquer. Donc on va réduire en fait, si vous voulez, les géométries de nos patrons pour la découpe, pour obtenir la forme souhaitée lorsqu'elles seront tendues. On va pouvoir ensuite avoir des compensations par ligne. Donc ici, on ne va pas en définir. On a ensuite le réglage des tolérances, donc soit pour les lignes de soudure, soit pour les lignes de contour ou les deux. Donc là, notamment au niveau des lignes de contour, on va définir une valeur de 20 cm et puis on va définir par la suite les valeurs pour les soudures. Donc ici aussi, on peut afficher graphiquement le patron mis à plat. Donc là, vous avez le patron en forme 3D et là en forme 2D, la mise à plat du patron. Donc là, je vais pouvoir donner une valeur donc pour les contours. Je vais définir ensuite pour la soudure, je vais rajouter de la matière pour la soudure. Donc ici, avec ce tableau-là, on peut voir les lignes qu'on sélectionne qui sont surlignées. Donc notamment, je vais rajouter ici, par exemple, une valeur de 0,10. Ok, pour 10 cm. D'accord. Et puis ensuite, on va avoir des informations sur le type de ligne. Donc si on souhaite modifier les propriétés des lignes, on peut modifier. Au passage, on peut aussi afficher les modifications apportées au patron. Donc là, on voit les ajouts par rapport aux tolérances. Et ici, on voit une ligne pointillée donc, qui doit correspondre à la compensation. Donc une fois que c'est fait, on peut demander à appliquer, puis calculer ce patron. Et on va avoir des informations, deux onglets en plus qui vont s'afficher, avec un premier onglet qui va donner les coordonnées de points, donc avec prise en compte de la compensation. Donc on va avoir la liste des points de coordonnées du patron, qui va pouvoir être exporté si on le souhaite sur Excel sous forme de tableau. On va avoir également des informations sur la zone 2D, donc sur l'aire du patron. L'aire du patron avec les ajouts pour les tolérances, donc pour la soudure et les lignes de contour. Et l'aire finie, donc du patron 3D. On aura également les informations par rapport aux dimensions du patron avec et sans les tolérances. Donc, voilà. Ok. Donc ensuite, on va pouvoir effectuer ces réglages pour l'ensemble des patrons en fonction de la conception des toiles. Donc je vais pouvoir aller sur un modèle où les réglages sont déjà effectués. Et je vais vous montrer la partie documentation de ces patrons de coupe. Donc ici, sur ces patrons, j'ai déjà effectué donc les réglages sur les propriétés de chaque patron. Ok. Donc là, on retrouve les données saisies que je vous ai indiquées tout à l'heure. Donc on aura ici effectué pour l'ensemble des patrons. Donc je peux par exemple sélectionner OK. OK. Donc ici après on peut afficher les patrons qui nous intéressent au niveau pour effectuer les réglages si on le souhaite. Alors, ok.
Ok, donc là on a effectué le calcul pour l'ensemble des patrons avec les réglages pour chaque patron. Je peux valider. Donc là, les patrons ont changé de couleur. On est avec un code couleur bleu. Tout à l'heure, on était rose. Et je vais pouvoir aller dans le rapport d'impression et regarder les données sur les patrons qui sont récupérés. Donc à ce niveau-là, on retrouve ici le rapport d'impression, avec ici une page de couverture, avec un aperçu du projet. Vous pouvez personnaliser le rapport d'impression. Donc nous, on va directement aller voir la partie qui nous intéresse par rapport au patron. Donc ici, on a rajouté aussi un aperçu en vue de dessus du chapiteau. On peut voir ici que les patrons sont numérotés, ce qui permettra par la suite de se repérer sur la construction pour chaque membrane, les références de chaque membrane. Et ensuite, on retrouve les coordonnées, enfin les tableaux de coordonnées de chaque patron de coupe, avec ici au niveau du rendu visuel, on voit bien la prise en compte des réglages effectués donc au niveau des tolérances. Voilà pour la partie documentation, on peut récupérer au niveau du rapport. Donc après on peut personnaliser pour avoir d'autres informations au niveau de la globalité des résultats. Donc on peut le sauvegarder. Ok. Donc là, on va voir un autre point. Donc, une fois qu'on a créé un modèle comme ceci, il est aussi possible de s'intéresser à la partie structure porteuse, donc structure métallique. Donc, pour considérer au niveau de la recherche de forme, si on souhaite ne pas prendre en compte, par exemple, les déformations possibles de la structure porteuse dans la recherche de forme, on a possibilité de créer des appuis uniquement utilisés lors de la recherche de forme. Donc pour cela, on va dans les modifications des appuis et dans la partie non-linéarité, ici on a une propriété qui va permettre de considérer cet appui uniquement dans la phase de recherche de forme. Dans les autres cas, les charges seront reprises sur la partie structure porteuse. Ok. Donc voilà pour le point sur la partie appui. Alors ensuite, si on souhaite créer une structure porteuse, on peut très bien repartir sur le modèle créé ici. Et puis, par exemple, ici, on va commencer déjà par supprimer la partie appui nodo. Et puis on peut simplement créer une structure. Donc là, on va juste voir la création de quelques barres. On ne va pas créer entièrement la structure. C'est juste pour un aperçu. Donc par exemple, ce nœud-là, je peux faire comme une copie par rotation. Moi, je vais en créer 9 avec une copie avec une rotation de 40 degrés. Je peux demander à créer des lignes, créer des barres. Dans ces barres-là, je peux créer une nouvelle section. Donc par exemple, je peux aller sur une section circulaire. D'accord, je peux prendre, je sais pas, une propriété de section. On va partir par exemple là-dessus. Ok. Ok. Et puis, on va pouvoir valider et puis générer donc générer les barres. Alors là, j'ai pas vérifié lorsque j'ai généré le matériau. Donc là, on pourrait modifier le matériau et revenir sur de l'acier, par exemple. Donc après, on peut revenir hop, ici, aller dans la référence au niveau des normes, et puis prendre de l'acier. Ok. Donc voilà. Donc après, par la suite, on peut créer des poteaux, un poteau central. On va pouvoir créer les différents éléments. Donc je vais directement vous montrer ce qui est possible sur un modèle déjà créé et vous montrer un peu ce qui est possible par la suite au niveau de l'étude de la structure métallo-textile.
Voilà, ici on a créé des poteaux. Au niveau du sommet du chapiteau, on a créé aussi des éléments. Euh, Ici on peut voir des plots de fondation. Donc par exemple, une fois qu'on a généré le modèle global, avec la partie textile et la partie porteuse, structure porteuse, on peut très bien faire une étude des plots de fondation avec RF Foundation Pro. On peut aussi faire des analyses avec RF Stability qui vont permettre de vérifier d'un point de vue stabilité et de définir les imperfections qui pourront être pris en compte, donc par exemple au niveau des poteaux. On pourra aussi effectuer une vérification réglementaire par rapport à l'Eurocode 3. Dans le cas ici où on est sur une structure métallique, on pourra utiliser RF Timber Pro pour de la structure bois, ou également les modules pour la partie béton, dans le cas où on a une partie béton. Donc on pourra très bien faire une étude donc, de la partie structure porteuse par la suite. Donc voilà pour les différents points et pour la partie vérification. Donc notamment après on peut toujours vérifier la partie membrane. Donc par exemple je peux très bien me mettre sur un cas de charge ici, aller au niveau des résultats et puis faire la vérification donc au niveau des lignes de contour. Donc là on est sur un affichage graphique avec les transitions douces, donc je peux modifier. Ok. Et là on va pouvoir par exemple, je vais faire défiler les cas de charge pour vérifier qu'on n'ait pas de création de poche par exemple. Quelque chose qui serait possible. Donc voilà pour la partie modélisation et vérification qui seront possibles. Alors, le dernier point qu'on va voir, ça va être la partie export des patrons de coupe. Donc, vous pouvez, avec RFEM et RF Cutting Pattern, récupérer les patrons de coupe générés. Donc, les patrons de coupe générés en forme 3D, donc comme on peut le voir ici avec la recherche de forme, et la mise à plat de ces patrons de coupe, donc qui vous permettra ensuite de les transférer par exemple sur un outil de production pour la découpe. Donc, ici, pour l'export des patrons de coupe, vous devez avoir effectué le calcul de ces patrons et vous pouvez, dans Export, exporter ces données en format DXF. Vous avez un réglage par rapport au nombre, à la répartition en fait du nombre de patrons par rangée. Vous pouvez également effectuer un réglage d'espacement entre patrons qui seront générés dans le modèle DXF. Vous pouvez exporter la forme 3D, donc la forme trouvée, exporter le maillage et les éléments 3D, donc les facettes de la membrane. Ok. Donc là, j'ai directement le fichier que j'avais exporté précédemment. Donc vous récupérez ici, vous retrouvez les patrons de coupe. Donc ici on a 3 rangées de patrons de coupe où on retrouve le maillage, les réglages effectués également. Et ici on retrouve le modèle, l'aperçu 3D du modèle. Donc là je suis sur un visionneur de fichiers DXF. Au passage, on peut voir que dans l'export, on récupère des informations par rapport aux références. Donc ici, au numéro de patron, 8, numéro de surface qui sont créés aussi. Donc vous pouvez récupérer toutes ces informations-là, ce qui vous permettra par la suite d'avoir un plan d'assemblage de vos patrons. Donc voilà pour la partie export. Donc de mon côté, on a vu l'ensemble des points pour la partie calcul de structure métallo-textile, donc avec la recherche de forme et la partie patron de coupe, et ensuite les possibilités d'études possibles pour l'étude de la structure porteuse. Donc on va revenir au niveau de la présentation.
Si vous souhaitez plus d'informations sur le logiciel Airfm et les différentes solutions qui sont proposées par Delubal Software, vous pouvez consulter notre site internet, donc delubal.fr. Je vous invite également à nous suivre au niveau des réseaux sociaux, donc sur Facebook, également sur LinkedIn ou notre chaîne YouTube. Vous pouvez toujours nous envoyer vos questions à info@delubal.fr ou nous contacter au numéro suivant. Donc on reste à votre disposition et on pourra répondre à vos questions. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.